Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous reprenons le fil du cours que nous avons commencé sur l'art en faisant tout d'abord une petite reprise du cours précédent pour voir là où nous en sommes arrivés. Avec Nelson Goodman, nous avons vu qu'il fallait poser à côté de la question de savoir ce que c'est que l'art, poser la question plus peut-être pénétrante de savoir ce que fait l'art. Quand y a-t-il art? Quand l'art fonctionne-t-il comme art? Quand l'œuvre d'art fonctionne-t-elle comme œuvre d'art? Cela nous place dans une conception pratique, dynamique de l'activité artistique. Et cela nous permet de comprendre aussi que l'art ne peut pas être pensé que dans sa dimension de mimésis vis-à-vis du monde, vis-à-vis de la réalité. Il faudrait peut-être penser autrement le, euh, le rapport entre l'œuvre d'art et le monde, et cette autre manière, cette altérité par rapport à la mimésis. Aristote en avait déjà l'intuition lorsqu'il parlait du troisième critère par lequel on imite le monde, par lequel l'artiste imite le monde, lorsqu'il affirme par exemple qu'au-delà des éléments de l'imitation, des objets de l'imitation, il y a aussi la manière dont on imite, il y a cette question de la tonalité, du style, bref, tout pointe vers une autre question, à savoir la question de l'expression. L'œuvre d'art sert-elle à copier euh, le monde ou sert-elle au contraire à exprimer le rapport de l'artiste au monde qui l'entoure? Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de lire en parallèle deux textes. Un texte de Descartes tiré de la dioptrique, le discours quatrième de la dioptrique, texte que vous allez trouver page 6, et dans la foulée, et en fait c'est peut-être ce commentaire qui nous intéressera encore plus que le texte de Descartes, dans la foulée, le commentaire que va en faire Maurice Merleau-Ponty au XXe siècle, dans les années 60, dans L'œil et l'esprit. C'est le chapitre 3 de L'œil et l'esprit. Alors, quelques petites remarques sur Descartes. Descartes, vous le connaissez comme un métaphysicien, comme l'homme des méditations métaphysiques. Vous le connaissez également, et peut-être surtout si vous avez une culture scientifique, comme celui qui va inventer la représentation graphique des fonctions, et comme celui qui va découvrir les lois fondamentales de la réfraction et de la diffraction de la lumière lorsque le rayon lumineux change de milieu. Et c'est dans la dioptrique qu'il élabore ces hypothèses scientifiques, hein, sur les lois de la réfraction et de la diffraction. Hypothèses qui vont être lues attentivement par Newton quelques décennies plus tard, et ça va vous donner les fameuses lois de la décomposition spectrale de la lumière par l'expérience du prisme. On fait passer un rayon lumineux dans un prisme et on voit effectivement que ce rayon se diffracte selon l'ordre des couleurs d'un arc-en-ciel. Alors c'est très important, c'est un élément, on va dire, d'arrière-plan que vous devez avoir en tête pour bien comprendre l'enjeu euh, du texte de Descartes, mais plus encore peut-être du commentaire de Maurice Merleau-Ponty. Donc, dioptrique, discours quatrième, d'essence en général. Je lis le texte et je le commenterai tout de suite après. Et ensuite, je ferai le commentaire de ce commentaire avec Maurice Merleau-Ponty.
Il faut outre cela prendre garde à ne pas supposer que pour sentir, l'âme ait besoin de contempler quelques images qui soient envoyées par les objets jusqu'au cerveau, ainsi que font communément nos philosophes. Ou du moins il faut concevoir la nature de ces images tout autrement qu'ils ne font, car, d'autant qu'ils ne considèrent en elles autre chose, sinon qu'elles doivent avoir de la ressemblance avec les objets qu'elles représentent, il leur est impossible de nous montrer comment elles peuvent être formées par ces objets et reçues par les organes des sens extérieurs, et transmises par les nerfs jusqu'au cerveau. Et ils n'ont aucune raison de les supposer, sinon que voyant que notre pensée peut facilement être excitée par un tableau, à concevoir l'objet qui y est peint, il leur a semblé qu'elle devait l'être en même façon, à concevoir ceux qui touchent nos sens, par quelques petits tableaux qui s'en formassent en notre tête. Au lieu que nous devons considérer qu'il y a plusieurs autres choses que des images qui peuvent exciter notre pensée, comme par exemple les signes et les paroles qui ne ressemblent en aucune façon aux choses qu'elles signifient. Et si, pour ne nous éloigner que le moins qu'il est possible des opinions déjà reçues, nous aimons mieux avouer que les objets que nous sentons envoient véritablement leurs images jusqu'au-dedans de notre cerveau, il faut au moins que nous remarquions qu'il n'y a aucune image qui doive en tout ressembler aux objets qu'elle représente, car autrement il n'y aurait point de distinction entre l'objet et son image, mais qu'il suffit qu'elle leur ressemble en peu de choses, et souvent même que leur perfection dépend de dépend de ce qu'elle ne leur ressemble pas, tant qu'elle pourrait faire. Je relis. Et souvent même que leur perfection dépend de ce qu'elle ne leur ressemble pas, tant qu'elle pourrait faire. Comme vous voyez que les tailles douces, n'étant que d'un peu d'encre posée çà et là sur du papier, nous représentent des forêts, des villes, des hommes, et même des batailles et des tempêtes, bien que d'une infinité de diverses qualités qu'elle nous faut concevoir en ces objets, il n'y en est aucune que la figure seule dont elles aient proprement la ressemblance. Et encore est-ce une ressemblance fort imparfaite, vu que sur une superficie toute plate, elle nous représente des corps diversement relevés et enfoncés, je reviendrai là-dessus, et que même suivant les règles de la perspective, souvent elle représente mieux des cercles par des ovales que par d'autres cercles, et des carrés par des losanges que par d'autres carrés, et ainsi de toutes les autres figures, en sorte que souvent pour être plus parfaite en qualité d'image et représenter mieux un objet, elles doivent ne lui pas ressembler. Alors, que nous dit Descartes dans ce texte de la dioptrique, dans le discours quatrième des sens en général de la dioptrique? Descartes entend critiquer la thèse la plus communément admise par ceux qu'il appelle nos philosophes, c'est-à-dire les philosophes de, non, soit de l'Antiquité, soit les partisans, hein, rappelez-vous du texte de Pascal sur les anciens et les modernes, soit tout simplement les partisans des anciens. euh, la thèse la plus communément admise sur la manière dont le monde extérieur nous est représenté de manière sensible par la vue. Autrement dit, comment nous saisissons une information sensible par la vue et comment elle se transmet jusqu'à notre cerveau. C'est aussi simple que ça. La thèse la plus communément admise à l'époque de Descartes sur cette question fondamentale de, de la neurologie, on pourrait dire naissante, de la biologie en tout cas, est une thèse qui vient des atomistes de l'Antiquité, en particulier de Démocrite et pardonnez-moi, d'Épicure et de Lucrèce en particulier dans le monde latin. Lucrèce, poète
et physicien, on pourrait dire, épicurien, si ma mémoire est exacte, du 1er siècle après notre ère, il me semble. Oui. Ah pardon, du 1er siècle avant notre ère. Il est né en 98 et il meurt en 55. Ah, je pensais que c'était un philosophe de l'époque impériale, autant pour moi. Alors, enfin, il va connaître le début de l'Empire. Que nous dit, que nous disent les épicuriens? Les épicuriens sont des atomistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que les corps sont constitués d'atomes colorés, d'accord? Et que c'est par la déperdition de ces atomes que se transmettent les informations sensibles jusqu'à notre cerveau. Autrement dit, je vois un objet rouge au loin, eh bien, il y a entre cet objet rouge et mon œil euh, un, euh, une déperdition d'atomes, c'est-à-dire comme une sorte de nuage d'atomes rouges qui vont conserver leur forme, qui va se transmettre, hein, qui vont traverser l'espace entre l'objet rouge et mon œil, et puis directement, en fait, comme la bouche assimilerait de la nourriture et la transmettrait sous forme de nutriments jusqu'à nos intestins, l'œil capterait ces atomes pour les transmettre par terminaison nerveuse jusqu'à notre cerveau et reconstituer dans notre tête la peinture, dit Descartes, mais l'image est exacte, la peinture de cet objet rouge. D'accord? Donc en fait, c'est comme si n'importe quel objet visible transmettait par, je cite Descartes, quelques petits tableaux, son apparence, et que ces petits tableaux se forment ensuite en notre tête. Je relis le passage qui est concerné dans le discours quatrième de la dioptrique. Car d'autant qu'ils ne considèrent en elles autre chose sinon qu'elles doivent avoir de la ressemblance avec les objets qu'elles représentent, il leur est impossible de nous montrer comment elles peuvent être formées par ces objets et reçues par les organes des sens extérieurs et transmises par les nerfs jusqu'au cerveau, et ils n'ont eu aucune raison de les supposer, sinon que voyant que notre pensée peut facilement être excitée par un tableau, à concevoir l'objet qui y est peint, il leur a semblé qu'elle devait l'être en même façon à concevoir ceux qui touchent nos sens par quelques petits tableaux qui s'en formassent en notre tête. Alors, je reviens sur ces deux phrases. Descartes nous dit effectivement, pour les épicuriens atomistes, pour ces philosophes de l'Antiquité, tout se passe comme si chaque aspect d'une chose transmettait euh, une, un tableau, nous on dirait aujourd'hui une photo, de son apparence, et que par la transmission de ces atomes, la, on pourrait dire par la téléportation de ces atomes jusqu'à notre cerveau, nous nous représentons le monde de manière ressemblante à la réalité. Euh, je posterai sur YouTube le cours que j'ai fait au HLP sur la question de la représentation. Euh, Puis-je être certain que le monde que je perçois est le monde tel qu'il est? Puis-je être absolument certain que le monde que je vois existe tel que je le vois,
c'est une question qui va être le problème de la vérité depuis Platon, si vous voulez. Est-ce que les réalités sensibles sont les réalités, sont la totalité de la réalité? Est-ce que le monde tel que le représente ma sensibilité est le monde tel qu'il est? Est-ce que le monde, comme représentation, est le monde en soi? Les atomistes ont une manière particulièrement habile de répondre à cette question, de refermer le problème en disant mais oui, puisque la représentation du monde se fait par un transfert, par une téléportation de matière. Le monde est constitué d'atomes colorés hein, qui vont prendre différentes formes et le monde va venir jusqu'à notre cerveau hein, par l'intermédiaire de l'œil. Mais il n'y a pas, si vous voulez, du coup, d'écart entre le monde tel qu'il est et le monde tel que nous le représentons, puisque le monde tel qu'il est vient jusqu'à nous, vient jusqu'à notre cerveau. Ok. C'est comme si j'avais littéralement le monde dans ma tête. Alors, ça ne convainc pas Descartes. Ça ne convainc pas Descartes. Pourquoi? Bah, c'est très très simple. Euh, si la réalité extérieure venait à nous sous forme d'une déperdition d'atomes, sous forme d'une téléportation directe de la matière jusqu'à notre rétine et de notre rétine jusqu'à notre cerveau. Bah, c'est comme si je me prenais directement, en fait, les objets dans l'œil. Vous comprenez? Si la réalité extérieure que je perçois se retrouve directement dans mon cerveau, c'est comme si je me prenais cela dans l'œil. C'est comme si je me prenais cette réalité extérieure dans l'œil. C'est comme si il n'y avait plus de différence donc entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et c'est le reproche que fait Descartes aux épicuriens. Comment expliquer que je perçoive la réalité extérieure comme extérieure s'il y a un transfert direct de matière, s'il y a une transmission directe de matière entre l'objet extérieur et mon cerveau? Le monde serait, et là aussi, il faut prendre l'expression au pied de la lettre, le monde serait dans ma tête. Genre, rentrerait dans ma tête directement. Comme un voleur entrerait par une fenêtre. Bon. Or, je perçois le monde comme extérieur à moi, et non seulement ça, mais je perçois des objets extérieurs les uns aux autres. C'est ça la spatialité. C'est ça le sentiment de l'espace. Le sentiment de l'espace, c'est un double sentiment d'extériorité. Extériorité vis-à-vis de moi-même. Il y a une distance entre, ne serait-ce que le bout de mon nez, et moi, et ma perception. Euh, et il y a une distance entre tous les objets qui se situent dans l'espace. Un objet qui est à la place exacte d'un autre objet, c'est le même objet. Ce qui fait la différence, la distinction entre deux objets dans le monde, c'est précisément cette extériorité des objets les uns par rapport aux autres. Conclusion de Descartes, qui est inévitable. Le monde n'arrive pas directement à moi, le monde ne m'arrive pas directement sous forme de tableau dans mon cerveau. Alors, ce qui va illusionner les épicuriens, ce qui va les tromper, c'est effectivement l'image même du tableau.
la métaphore, ou plutôt l'analogie du tableau. Les épicuriens se disent, eh bien, de la même manière qu'un tableau me représente bien le monde, à partir du moment où le tableau est ressemblant, hein, un bon portrait d'Abraham Lincoln, c'est un portrait qui ressemble à Abraham Lincoln, autrement dit, qui, reprenons les catégories de Platon dans le Sophiste, qui est un icône, qui est une copie d'Abraham Lincoln, et bien de la même manière, les épicuriens se disent plutôt, les épicuriens se disent que pour bien se représenter le monde, il doit y avoir une ressemblance entre le monde extérieur et le monde tel qu'il est dans mon cerveau. Autrement dit, il faut bien qu'il y ait comme des tableaux qui se transmettent de l'objet extérieur jusqu'à mon cerveau en passant par la rétine et les nerfs. Or, dit Descartes, la représentation n'est pas la ressemblance, et bien plus souvent, dit Descartes, on représente mieux quelque chose hors de toute ressemblance. Exemple, le langage. Un mot représente, sous forme symbolique, une chose, une réalité, mais le mot ne ressemble pas à la chose qu'elle représente pourtant. C'est ce que dit Ferdinand de Saussure, il me semble, lorsqu'il dit que le mot chien n'aboie pas. Alors, je ne suis pas tout à fait sûr de cette référence, il faudrait que euh, on l'attribue à tort à Spinoza, euh, mais vous comprenez bien l'idée en tout cas. L'idée, c'est que le mot ne représente bien la chose, et peut-être même ne représente bien la chose qu'à partir du moment où il ne ressemble pas à la chose qu'il représente. Euh, Sinon, c'est peut-être ce qui s'est passé dans les sociétés les plus primitives, si tous nos mots ressemblaient par onomatopée aux choses qu'ils représentent, on ne s'en sortirait pas. Notre langage serait très pauvre, hein. Si on devait imiter un chien pour parler du chien, si on devait imiter une voiture pour parler d'une voiture, notre langage serait d'une grande pauvreté. Et on voit mal comment on pourrait représenter de manière mimétique des concepts. Par exemple, comment on pourrait représenter la justice, la liberté, l'équité, la ressemblance, la dissemblance, etc., etc. Donc plus un langage va gagner en abstraction, plus il va avoir recours à des représentations qui ne sont pas des ressemblances et qui ne doivent pas l'être. Alors, qu'est-ce que Descartes indique ici? Il indique que pour enrichir nos moyens d'expression du monde, il faut se détacher du modèle platonicien d'Icône, il faut se détacher d'une représentation comme ressemblance. Et il va prendre l'exemple de l'art. Alors, il prend déjà, vous pourriez me dire, il prend déjà l'exemple de l'art lorsqu'il parle du langage, lorsqu'il parle du mot.
Le le monde littéraire, je reviendrai, le monde du livre, heu, fait naître en nous une représentation qui n'est certainement pas, heu, une ressemblance. La poésie en particulier, heu, peut faire naître en nous, des, émotions par, le jeu, entre la sonorité et le sens, la signification. Heu, mais alors vous pourrez me dire, il y a les poèmes d'Apollinaire où, les mots sur la page vont prendre une certaine forme, OK? Le poème ne ressemble pas, à, la réalité qu'elle représente et pourtant, c'est la puissance littéraire de l'évocation, et pourtant elle le représente bien. Alors, il y a une dimension politique évidemment, sur laquelle je vais revenir, en particulier je pourrais, vous lire un texte de Hobbes, à ce sujet. Mais la question est de savoir si, ce qui, représente, doit ressembler à ceux qui représentent, à ceux qu'ils représentent, ceux et celles qu'ils représentent, celles et ceux qu'ils représentent. Est-ce que, le représentant politique, qui parle au nom, du peuple, doit ressembler au peuple qu'il représente? C'est la question de l'incarnation du pouvoir, c'est la question de la représentativité, dans, les régimes, démocratiques et en particulier les régimes parlementaires où il y a une députation, une délégation de pouvoir entre le peuple et une assemblée qui sera souveraine. Euh, Est-ce que une bonne représentation peut se couper dans tous les domaines de la ressemblance? En tout état de cause, Descartes va dire, dans le domaine de l'art, si ce n'est dans le domaine de la politique, on peut très bien envisager qu'une bonne représentation ne soit pas ressemblante. Et j'en viens donc à cette question de la représentation artistique. Descartes nous dit, alors Descartes nous dit, Descartes arrive à une époque où la gravure s'est perfectionnée. La gravure est une technique et un art qui s'est perfectionné, il me semble d'abord dans le nord de l'Europe. Euh, je vous précise cela tout de suite. Euh, alors, il me semble que c'est ça. À Florence, puis effectivement, les maîtres de la gravure, ça va être les Hollandais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une gravure? La technique de la taille douce dont parle Descartes, la gravure, ça va consister à représenter euh, des, des scènes, hein, forêts, villes, hommes, et même des batailles, des tempêtes, sous la forme de hachures, hein, et pour cela, pour cela, on va utiliser une sorte de tampon en cuivre. L'encre va être déposée sur les rainures, dans les rainures du cuivre, et on va presser très très fort comme vraiment comme le principe du tampon. Euh, on va presser très très fort le cuivre sur le papier. Euh, c'est l'un des progrès majeurs, si vous voulez, de l'imprimerie après Gutenberg, parce que ça permet de reproduire de manière mécanisée, alors mécanisée
parler, il faut quand même un type, qui actionne, le, la presse, manuellement. Ce n'est qu'au, milieu du 19e siècle, la première moitié du 19e siècle, qu'il me semble qu'on va inventer la presse rotative, où on va pouvoir, produire en série, des images et ça va vous donner effectivement le développement, extraordinaire, explosif de la presse papier, au 19e siècle dans le journal. La gravure est quelque chose qui, à l'époque de Descartes, est essentiellement artistique, mais ça permet, c'est le le texte de Walter Benjamin, qui en parle le mieux, ça permet quand même de rendre, de diffuser, de rendre public certaines œuvres. Je pense en particulier, à ce grand peintre de la Renaissance qui est, Bruegel, Bruegel l'Ancien. Bruegel l'Ancien va, la la 90 de ses œuvres sont des gravures. On connaît tous, enfin, vous devriez connaître, tous les tableaux, de, Bruegel, l'Ancien, notamment, et j'y reviendrai, les, marcheurs dans la neige, hem, ou, la nativité, ou, cette représentation de l'enfer, de Bruegel. Mais il fait énormément, énormément de gravures. Ça permet, au fond, à un artiste, à la fin de la Renaissance, de se rendre célèbre. Alors, le problème, hein, et ça Descartes n'a aucun mal à le montrer, le problème c'est que quand on regarde de près une gravure, et surtout des gravures de cette époque, on se rend compte que la gravure représente, des volumes sous forme de hachures. Ok. Vous irez voir, euh, sur Google Images, à quoi ressemble une gravure de près, en zoomant sur l'image. Ce sont effectivement des hachures, qui, vont représenter une immense diversité de formes, sous, simplement, par des traits, par, des hachures. C'est, la preuve qu'on peut bien représenter une infinité de choses d'une manière qui n'est pas ressemblante, d'une manière qui ne ressemble pas à la réalité, heu, qu'on, représente. Personne ne se promène, moi je ne me promène pas avec des hachures sur le visage. Or, on pourrait représenter, de manière parfaitement, idoine, de manière parfaitement efficace mon visage, par des hachures. C'est une forme d'expression, justement j'insiste sur ce mot expression, c'est une forme d'expression artistique parfaitement valable. Et c'est, dit Descartes, la preuve qu'une bonne représentation n'est pas le synonyme d'une bonne ressemblance. Je peux d'autant mieux représenter, heu, le monde extérieur, hors de tout rapport de ressemblance. Qu'est-ce que cela veut dire en particulier dans le domaine, on va dire neurologique? Pour Descartes, il est absurde de considérer que ce sont des petits tableaux, de la réalité extérieure qui se transmettent directement sous, directement et de manière intacte, de la réalité extérieure jusqu'à notre cerveau en passant par la rétine. Autrement dit, hein, si je devais, couper, un nerf, et voir ce qui passe à travers, ce nerf, je ne verrais pas, par exemple, l'objet rouge dont je parlais au début du cours, heu, se promener tout le long, du nerf. Les informations sensibles se transmettent de la réalité extérieure jusqu'à notre cerveau, mais pas de manière ressemblante, sous la forme, dit Descartes, d'un signe.
d'un signe. Autrement dit, on n'a aucune raison de supposer que le monde extérieur ressemble réellement au monde tel que nous le représentons. Alors évidemment, Descartes a une idée derrière la tête. Cette idée, et j'y reviendrai au prochain cours, cette idée, c'est la couleur. Le problème de la couleur. Descartes va avoir l'intuition qui sera confirmée par Newton. Descartes va avoir l'intuition que la couleur n'est pas une propriété réelle des choses. Il va dire que, il va donner le nom, alors ce n'est pas lui qui va inventer ce concept, mais il va dire que les couleurs sont des qualités secondes des choses, c'est-à-dire qu'en réalité, ce sont des propriétés qui sont des liaisons entre l'objet observé et l'observateur. Que va découvrir Descartes? Descartes va découvrir que en changeant de milieu, un rayon lumineux est dévié de deux manières, hein, la réfraction. L'eau, par exemple, quand un rayon lumineux frappe l'eau, ce rayon lumineux va être réfléchi par l'eau, c'est l'effet miroir de l'eau, mais le rayon lumineux va aussi pénétrer l'eau, et à ce moment-là, il va dévier de la trajectoire, et c'est ce que Descartes, dans la dioptrique, va appeler l'indice de diffraction. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire par exemple que quand je plonge un corps dans l'eau, par exemple quand je prends un bain, je vais me rendre compte que si je plonge simplement, par exemple, mon bras dans une bassine d'eau, selon l'angle auquel je vais observer mon bras va m'apparaître brisé. Pourquoi? Autrement dit, il va y avoir comme une coupure entre le, mon, dans la ligne, dans la continuité de la ligne que devrait faire mon bras, il va y avoir une brisure. Mon bras, je ne perçois pas mon bras exactement au même endroit sous l'eau qu'en dehors de l'eau. C'est la fameuse expérience visuelle du bâton rompu. Je place un bâton dans l'eau et effectivement, selon l'angle d'où je l'observe, il va m'apparaître comme brisé. Ça prouve bien, dit Descartes, qu'il y a un décalage entre la manière dont nous percevons les choses, les objets extérieurs, par l'intermédiaire de nos sens, et les choses telles qu'elles sont. Le bâton, plongé dans l'eau ou pas, n'est pas brisé. Mon bras, plongé en l'eau ou pas, n'est pas brisé, et pourtant il va m'apparaître comme brisé. Et ce n'est pas une illusion d'optique. Ce n'est pas une tromperie de mes sens. C'est simplement une loi de l'optique. Une loi que je peux mathématiser. Alors, qu'est-ce que cela veut dire, au fond? Et je pense que c'est le cours de physique de seconde, ça. Cela veut dire que Descartes va avoir l'intuition que les couleurs ne sont pas réellement dans les choses, que les couleurs sont plutôt des relations entre ce qu'il appelle la structure de l'objet, la lumière et la rétine. Autrement dit, Descartes va dire la chose suivante: si je vois que un objet est rouge, ce n'est pas que ces atomes sont colorés de manière avec la couleur rouge, c'est que je vais percevoir une certaine relation entre la surface de l'objet, il me semble que c'est lié à la structure électronique de l'objet, la couleur, je vais percevoir une certaine relation entre la structure
euh, la surface extérieure de l'objet, la lumière qui va se réfléchir sur l'objet, et ma rétine. Autrement dit, le rouge n'est pas réellement inscrit dans la chose, il est un mode d'expression de mon rapport au monde que je dois penser, non pas sur le mode de la ressemblance, non pas à la manière d'une ressemblance, mais à la manière dont le mot va signifier une chose extérieure, sans lui ressembler. Le courant électrique qui parcourt mon air entre la rétine et mon cerveau, ce courant électrique n'est pas rouge. Et pourtant, il va me transmettre l'information sensible du rouge, hors de toute ressemblance, mais d'une manière qui représente bien la couleur. Ok. Alors, je m'arrête là, mais petit bilan avant de passer à autre chose. Descartes affirme que je peux me représenter le monde, et c'est tout l'enjeu du passage sur les tailles douces, sur la gravure. Je peux me représenter le monde sans créer un rapport de ressemblance au monde extérieur, et même, dit Descartes, je me représente d'autant mieux le monde que cette représentation ne va pas lui ressembler. Une bonne représentation s'écarte forcément du rapport de ressemblance entre l'objet représenté et le moyen de représentation, que ce soit l'œil ou l'œuvre d'art. Voilà, j'en ai terminé pour ce cours. Merci beaucoup de votre attention.